plus. Ça nous dérange. Au niveau de la couleur, eh bien, on a la même chose, infrarouge, ultraviolet. Infrarouge en dessous de la couleur rouge, après on a orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu indigo, violet, et ultraviolet. Même chose. Attention aux ultraviolets, attention aux infrarouges. D'accord ? Oui, je vous parle des sons et de la forme. En fait, ça c'est aussi les travaux de Victor Schauberger, qui dit, et qui l'a prouvé, que toutes les formes sont d'origine sonore. Toutes les formes sont d'origine sonore. C'est-à-dire qu'un son a un impact sur la forme, mais les formes, les ondes de forme émettent des sons. D'accord ? Ont un impact sur une ambiance sonore. On le sait d'autant mieux que il y a des ondes très dangereuses qui sont les ondes électromagnétiques artificielles sonores. Et ça, c'est la radioactivité artificielle, qui est une onde électromagnétique sonore. Et qui, pour moi, fait partie des éléments destructeurs de certains insectes, dont les abeilles. On va constater, j'espère, dans pas longtemps, que la radioactivité artificielle avec un taux qui augmente de manière exponentielle, devient un des facteurs prépondérants sur la destruction des insectes, certains insectes, puisque par exemple le frelon, la guêpe et d'autres sont totalement insensibles à la radioactivité. C'est intéressant de savoir. Alors que l'abeille est hyper sensible à la radioactivité. Donc le son donne la forme. Donc, chakra racine couleur rouge, en lien avec la note Do, élémentaire, qui capte l'énergie magnétique de la Terre. Après, on a Ré, la note Ré, en lien avec l'élément eau, chakra sacré, couleur or ange, or des anges. Après, on a le jaune, plexus solaire, avec la note Mi, élément feu. La note Fa, élément air, chakra cardiaque, couleur verte, vert émeraude. Hein? L'herbe verte du printemps, c'est exactement la couleur du cœur qui réagit à l'énergie du cœur. Après, on a le bleu, ciel, bleu ciel, chakra laryngé, en lien avec l'élément éther, ce qui est ni eau, ni air, ni terre. Et après, on a le La, la note La, donner le La. Hein, donner le La. C'est montrer le chemin. Lumière structurée, lumière cristalline, en lien avec le chakra frontal, le troisième œil, la vision du chemin. Bleu indigo. Et la note Si, en lien avec le monde cosmique, chakra coronal, couleur violette. Sachez que le chakra racine est en connexion permanente au niveau des échanges informationnels avec le chakra coronal, le chakra frontal avec le chakra sacré, le chakra laryngé avec le solaire. Dans la mesure où le cœur est en paix, est centré. D'accord ? C'est-à-dire que si on est serein et si on est capable de retrouver son centre. Alors il y a des techniques. On va voir ça tout à l'heure. Bon, ça on n'a pas le temps, ça on n'a pas le temps, c'est pas l'objet de la journée. Ok. Donc là je vous ai mis les correspondances chakra, glande, organe. On va passer rapidement là-dessus pour que vous compreniez des problèmes de santé liés à des environnements déstabilisants et par rapport tout simplement des fois à la naissance et votre histoire de vie. D'accord ? Donc, chakra racine, c'est en lien avec les capsules surrénales. D'accord ? Qui sont au niveau de notre estomac, mais derrière. C'est intéressant. Ça veut dire que le chakra racine, il remonte jusqu'au niveau de nos glandes surrénales, ici, dans le dos, qui sont à la même hauteur que l'estomac. Ça va stimuler les glandes, la colonne vertébrale, tout ce qui est os, dents et ongles. Et cheveux, j'ai oublié cheveux, rajouter cheveux, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que la mémoire de nos racines, on la trouve dans nos cheveux. Et souvent, on a l'héritage de nos parents dans les cheveux. D'accord ? Réfléchissez, c'est important. C'est pour ça que si vous connaissez
un bon coiffeur énergétique, ou une belle coiffeuse énergétique, c'est pas non plus impossible, eh bien, ça nous donne des idées sur notre histoire de vie, dans la mesure où elle est capable d'assumer et de comprendre ce qui se passe dans vos cheveux quand elle les coupe. D'accord? Après, on a le chakra sacré, qui va en lien avec les glandes de la reproduction ou les gonades, le monde de l'eau, le monde du rond, les poules, quoi. Tout ce qui est rond. Vous voyez, c'est là. Or, ange, organes génitaux, reins, vessie. Tout à l'heure, Bernard nous parlait d'un liquide fabuleux qui est doré. C'est doré. L'urine, la belle urine, c'est de l'or liquide. C'est doré. Et c'est quoi de l'or? De l'or, c'est de l'eau et de l'air. De l'air lumineux. D'accord? Or, le système tel qu'il est conçu, au départ, l'être humain est conçu pour vivre sans manger de matière ni boire. Hein, vous avez un film extraordinaire qui s'appelle le film Lumière, où vous voyez un sadhu, notamment, qui vit depuis 70 ans maintenant, sans manger et sans boire. Et vous avez un scientifique allemand qui est tombé le cul par terre quand il a découvert ce genre de truc. Il a dit, ben, il faut que j'essaye. Et il a essayé, et depuis, il ne mange plus. Il boit quand il veut, mais un peu comme Bernard, quand il veut, quand il a soif. D'accord? Alors vous voyez, chez Tintin et Milou, il y avait le capitaine Haddock, il avait une insulte idéale, c'était « bois sans soif ». Eh bien c'est ça, quand on n'a pas soif, on ne boit pas. Point. Pourquoi? Parce que le système tel qu'il est conçu avec nos reins assure l'équilibre et la nourriture de nos liquides. L'urine, c'est un produit magique qui contient les oligo-éléments sous forme ionique, capables d'être réassimilés si on ne va pas pisser, ou faire pipi, ou uriner. Uriner. C'est intéressant, urine. Urine, la première ville, Ur. Réfléchissez, tout ça c'est important. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Simplement, on a vu dans ce film Lumière, le sadhu indien, qui lui ne boit pas, il pisse pas non plus. Et puis ils ont filmé sa vessie, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide. Là, ils étaient scotchés, ils ne comprenaient rien. Pourquoi? Parce que la vessie, on pourrait presque la comparer à un utérus. Et ça fonctionne en fonction d'état extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Une cellule fonctionne comme ça, il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, suivant ce qu'il y a à l'extérieur. Si on en a besoin à l'intérieur, ça rentre. Et ce qu'il y a à l'intérieur, si on en a besoin à l'extérieur, ça sort. C'est un équilibre. On peut appeler ça osmotique. Mais ça fonctionne comme ça. Or, il faut savoir que tous les éléments qui rentrent dans une cellule ont besoin d'être vivants. C'est pour ça qu'on parle d'alimentation vivante. Ils ont besoin d'être sous forme ionique, c'est-à-dire électronique, si vous voulez, en état vibratoire, capable de communiquer avec un organite, on verra tout à l'heure, de nos cellules, qui s'appelle les centrioles. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on a le temps, on abordera ça pour mieux comprendre, en l'occurrence, le cancer. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ça. Donc on continue, les organes génitaux, les reins, la vessie. Ça veut dire que si vous avez envie d'aller faire pipi, mais que ce n'est pas urgent, vous retenez un petit peu, vous allez voir. Ça passe, et puis vous oubliez que vous aviez envie. Donc l'urine repasse dans un circuit de redistribution. Je parle de ça quand vous êtes en bonne santé. Si vous avez une problématique rénale ou diabète ou déséquilibre thyroïdien et autres, ne vous mettez pas la rate au courbouillon et voilà, allez pisser. Mais ce que je veux dire, c'est observer comment fonctionne votre corps. Et bien souvent, on s'empresse d'aller uriner alors que ce n'est pas la peine. Vous voyez? On se renourrit par des éléments qui sont à notre disposition, mais on a pris l'habitude, dès qu'on a envie, hop, on évacue. Voilà. Au même titre qu'on ne boit pas si on n'a pas soif, eh bien, on ne va pas pisser si on n'a vraiment pas envie. Si on n'a vraiment,
pas envie pressante. Voilà. Pression, équilibre. Après, on passe à une glande extraordinaire qui est le plexus solaire. Je vous ai dit que toutes les informations, toute la nourriture, pardon, n'est que de l'information. Or, sur la planète Terre, il y a une arrivée d'informations qui passe par le Soleil, mais qui vient de la galaxie, donc qui nous vient du monde des étoiles. Et ces informations, elles passent par le Soleil pour être adaptées à la planète Terre. Et on a une glande qui s'appelle le pancréas, qui joue le rôle du Soleil pour le corps humain. Si vous voulez, le pancréas est pour l'humain ce que le Soleil est pour la Terre. Et le Soleil, il va permettre à la vie de se manifester sur Terre grâce aux informations véhiculées par ses rayons, sonores et lumineux. Le son donne la forme, et la lumière, c'est l'énergie qui permet à la forme d'apparaître. Ce pancréas, donc, qui est alors, ouais, j'ai oublié de vous dire ça, on reviendra après après. Le pancréas, c'est la glande qui est à l'origine de toutes les maladies du corps physique. Le pancréas est la glande qui est à l'origine de toute forme de maladie du corps physique. Il y a toujours une problématique de dysfonctionnement pancréatique dès qu'il y a un problème de maladie physique. Et particulièrement le cancer. Bon, mais tout est réparable. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc ce plexus solaire, il va stimuler la glande pancréas et l'ensemble des organes de la digestion, estomac, foie, vésicule biliaire, rate, etc. Après, on a un centre ici. Ce thymus, le plexus cardiaque, si vous voulez, c'est le gardien de la paix. C'est le gardien de la paix. Avant, on disait ça, vous voyez, pour les policiers. Maintenant, c'est plus tout à fait employé. Mais c'est plus non plus tout à fait le gardien de la paix. En tout cas, la circulation ne se fait pas obligatoirement avec quelqu'un qui vous fait gracieusement circuler. Donc, ce gardien de la paix, son but, c'est de faire circuler tout ce qui est en haut vers le bas et tout ce qui est en bas vers le haut. C'est pour ça que les glandes surrénales sont en permanence en connexion avec la glande pinéale. C'est pour ça que la glande pituitaire est en permanence en connexion avec les gonades et le pancréas avec la thyroïde, dans la mesure où le gardien de la paix fait bien la circulation. C'est-à-dire que le cœur est en paix. D'accord? Ou en silence. Faire le silence, c'est se mettre en paix à l'intérieur. Donc ce fameux thymus, là, il y a vraiment un gros problème au niveau des sciences médicales académiques, parce qu'on considère que l'être humain, à la puberté, a le thymus qui se nécrose et il ne sert plus à rien. Ben voyons, si on l'enlève, on meurt, mais il ne sert à rien. Et donc le thymus, ça fait partie de plein d'autres éléments du corps physique qui diminue sa masse matière parce qu'il s'élève au niveau de son taux vibratoire. Comprenez bien les choses. C'est-à-dire que toute forme de matière qui apparaît visible, elle est passée par le stade du non-visible. Et elle a abaissé son taux vibratoire pour devenir visible. On a exactement la même chose pour les globules rouges que pour le thymus, ou l'inversement pour certains éléments du corps physique. Mais il faut intégrer ce principe-là. Et donc, quand on vaccine un enfant, surtout très jeune, le thymus, c'est l'axe central qui permet les repères identitaires et immunitaires. On peut expliquer très facilement l'autisme suite aux vaccinations à cause des pertes de repères et d'une confusion totale entre le haut et le bas. Hein, on sait très bien que les autistes, ils sont totalement perturbés au niveau du bas et au niveau du haut, parce qu'on a envoyé ici une overdose d'informations qui n'est plus du tout en lien avec les repères de l'enfant qui sort du ventre de sa maman et qui est censé être aimé dans une ambiance chaleureuse, pacifique, joyeuse, etc. etc. Bon.
Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc on continue. Donc ce plexus cardiaque va stimuler l'organe cœur qui se trouve, lui, entre les poumons qui captent les ambiances dans lesquelles l'être humain vit et qui va transmettre ça au sang. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, on a le chakra laryngé. Le chakra laryngé et la thyroïde sont des glandes c'est le chef d'orchestre. La thyroïde, c'est le chef d'orchestre du système homéostasique. La capacité de s'adapter à un changement d'état. C'est en lien avec le palais, la langue, le larynx, etc. Mais si on parle de la glande thyroïde et sa capacité de s'adapter à un changement d'état, on ne peut pas le dissocier de la biodiversité de la planète Terre qui vit un changement d'état. D'accord? Et qui est lié à une problématique que je vais vous expliquer tout à l'heure. Renaud en a un petit peu parlé, la fréquence de Schumann. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Et vous comprendrez avec ce tableau ce qui se passe au niveau de la thyroïde. Après le chakra frontal, on a la glande pituitaire ou hypophyse, en lien avec les yeux, les oreilles, les nez, le thymus, etc., qui est reliée au gonade. D'accord? La thyroïde ici est reliée au pancréas. Et enfin la pinéale, qui est reliée aux glandes surrénales, qui va stimuler le cerveau au niveau du branchement, c'est le branchement électrique. Donc ça peut fonctionner parce qu'il y a un bon branchement électrique et un bon branchement magnétique. L'ensemble peut fonctionner dans la mesure où ces deux branchements sont faits correctement. À savoir que quand même, le chakra racine est en lien avec l'énergie de la terre-mère ou de la maman qui nous a mis au monde. Et le chakra coronal, le branchement électrique, il est en lien avec le père ou la notion de père, le monde cosmique ou les étoiles, ou le père qui est à l'origine de notre existence, le père biologique. D'accord? En fonction de ces bonnes relations, on aura un plus ou moins bon branchement. D'accord? Voilà. Donc je reviens par rapport à la thyroïde. Sur Terre, on a une problématique actuellement qui est une augmentation de la fréquence de Schumann et qui est liée à plein de paramètres. La fréquence de Schumann qui est passée de 7,2 à plus de 16 Hz en 35 ans maintenant, dont Greg Braden, un astrophysicien américain, a écrit un livre il y a déjà pas mal de temps qui s'appelle L'éveil au point zéro. Cette fréquence de Schumann est la fréquence qu'il y a entre la lithosphère et la ionosphère, c'est-à-dire la manifestation de la vie dans l'atmosphère. D'accord? Or, si cette fréquence a doublé, ça veut dire que nous, êtres humains, qui sommes nés bien souvent, surtout ceux qui sont nés avant les années 80, on a du mal à s'adapter à cette nouvelle fréquence. D'accord? Qu'est-ce que ça génère? Notre thyroïde, qui est la glande du système homéostasique, c'est-à-dire qui nous permet de nous adapter à un changement, elle va demander aux glandes surrénales, de mettre en œuvre le système endocrinien pour s'adapter à ce changement d'état. Or, les glandes surrénales sont complètement perturbées par cette fréquence et par les ondes électromagnétiques artificielles en plus. Et donc, il y a du mal à mettre le moteur en route pour s'adapter à ce changement de fréquence. C'est pour ça qu'on a intérêt à vivre dans la nature le plus sainement possible. Tout à l'heure, Renaud parlait de pieds nus, d'être pieds nus. Effectivement, ça fait partie des éléments de manger vivant, parce que la nature, elle est déjà à la nouvelle fréquence. Et donc, on va pouvoir bénéficier de l'énergie de la nature pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle fréquence. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a aussi la respiration à 4 temps, où on introduit l'apnée, pendant lequel ces informations de la nature vont pouvoir nous imprégner et nous amener à un rythme qui correspond au rythme nouveau. D'accord? Donc la respiration à 4 temps, il faut introduire ça comme quelque chose de cohérent, de logique. Ne pas se forcer.
C'est-à-dire, on va utiliser le rythme cardiaque. D'accord? On va prendre 4 battements cardiaques pour le temps de l'inspiration. Après, on fait apnée, 4 battements cardiaques. Après, expiration, 4 battements cardiaques. Et après, apnée, 4 battements cardiaques. Pendant ces apnées-là, dans la mesure où on fait ça en conscience, on a la capacité de s'intégrer aux nouvelles fréquences de la nature. C'est assez facile, vous verrez, faites l'expérience pour ceux qui sont dans des... Par exemple, vous allez passer un examen, ou vous êtes dans le questionnement, vous vous centrez assez rapidement et c'est assez efficace de prendre conscience de notre capacité de se centrer à l'intérieur, de mettre le cœur en paix pour pouvoir intégrer l'information le mieux possible. D'accord? Bon, je ne vais pas trop continuer là-dessus parce qu'on est limité dans le temps. Donc l'alimentation consciente et vivante permet la connexion à toutes les forces de vie qui se manifestent dans l'univers. Je pense que ça, vous l'avez compris. Tout à l'heure, je vous ai parlé des centrioles. Les centrioles, ce sont dans... Alors ça, c'est une coupe de la cellule révolutionnaire avec une vision longitudinale. Souvent, avant, on représentait la cellule, on représente encore la cellule coupée dans ce sens-là, avec un rond extérieur, et puis là, un rond intérieur. En fait, le canal central de la cellule traverse la cellule, mais il n'est pas dans la cellule. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Qu'est-ce qui circule dans ce canal central, dans ce noyau? Eh bien, des champs d'énergie, des vortex, comme vous avez vu sur la bouteille, là. D'accord? Et ce sont ces vortex-là qui captent les informations qu'il y a à l'extérieur de la cellule. L'extérieur de la cellule, on appelle ça le liquide interstitiel, qui est chargé d'oligo-éléments, d'éléments nourrissants, dans la mesure où ce n'est pas encrassé avec des radicaux libres, peut-être pas si libres que ça d'ailleurs, et qui font des dépôts, des encrassements dans le liquide interstitiel qui traverse à des vitesses phénoménales à chaque fois qu'une inversion de polarité de la cellule et qui se contracte, se densifie pour se transformer en acide désoxyribonucléique. L'ADN n'est autre que le liquide interstitiel qui passe à des vitesses vertigineuses dans chaque cellule et qui devient acide. D'accord? Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les cellules depuis le début du siècle, mais avec l'invention du microscope électronique, on a complètement modifié la vision de base des cellules, et il faut revenir à fin 19e, début 20e pour avoir une vision des cellules cohérentes. Celui qui a fait, à mon avis, le plus avancé la recherche au niveau cellulaire, c'est le docteur Gernèse, qui a trouvé ses lettres de noblesse à l'étranger, et en France, malheureusement, il n'a pas été très reconnu. Mais sachez que c'est une base de fonctionnement partagée par des médecins qui reconnaissent cette vision tout à fait cohérente. Et celui qui devient le cerveau de la cellule, c'est le fameux centrosome, dans lequel il y a 2 petites organites qui s'appellent des centrioles, qui sont constituées, elles, à plus de 90% de cristaux de silicium. J'ai mis 2 L parce que ça vient de l'air lumineux qu'on respire. Donc ça s'envole. Le silicium, il n'y aurait pas de silicium, il n'y aurait pas de télécommunication. D'accord? Toutes les télécommunications, tous les modes de fonctionnement, de transport de l'information passent par le silicium. Le silicium est l'élément le plus abondant sur Terre. Du silicium dérivent plein d'autres éléments, comme la silice, comme l'argile, silicate d'alumine, etc., etc. Tous les silicates. Et ce silicium, il vient de l'air lumineux qu'on respire. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce sont des transmutations biologiques qui se font naturellement dans la nature et qui permettent de comprendre l'apparition de la matière et de la vie, dont la base est le silicium. Voilà, faites des recherches, vous verrez. Allez voir ma vidéo qui dure 2h06. Vous aurez de quoi, vous aurez du grain à moudre. Pour la matière apparaissent, tac, 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 les biophotons. Donc les biophotons, ce sont des expressions d'informations lumineuses vivantes, des expressions vivantes sous forme de lumière. Ça, c'est les travaux de Fritz Albert Popp, qui a repris ceux d'un scientifique du début du siècle dernier, qui a découvert ça en observant des racines d'oignons. C'est intéressant. Hein?
En fait, notre ADN, c'est comme des racines. Ça émet des flashs lumineux qui s'appellent les biophotons. Alors, c'est quoi les biophotons? Alors, toutes les cellules émettent des biophotons grâce à leur centriole. Hein, on a fait la comparaison entre l'extrémité des chromosomes et les extrémités des racines qui émettent des flashs lumineux. Les biophotons sont présents à l'intérieur de toutes les formes de vie et sont mesurés en unités par seconde par centimètre carré. Un nouveau-né rayonne à plus de 200 unités secondes par centimètre carré. C'est une boule de lumière. Ça sort du ventre de la maman et ce n'est pas encore suffisamment densifié, voilé, d'accord? Et ça, c'est lumineux. 20 ans plus tard, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a baissé de moitié. Et progressivement, en fonction du mode de vie, la lumière diminue, et puis après on dit, eh ben, il s'éteint. Il s'éteint. Il ne communique plus, quoi. Parce que la base de la communication, ce sont les biophotons ou la lumière. Donc on va utiliser justement des éléments vivants qui sont riches en biophotons, on peut dire actifs, biophotons actifs, c'est-à-dire qui fonctionnent comme un laser, qui se mettent en cohérence avec le récepteur et qui peut transmettre toutes les informations contenues dans la graine. On continue. Donc, dans le haut, la partie supérieure du noyau de la cellule, il y a 3 champs d'énergie constitués eux-mêmes de 3 champs d'énergie. Ça, ce sont les travaux d'un scientifique du CNRS qui s'appelle Émile Pinel, repris par Jacqueline Bousquet, et qui sont très intéressants, mais qui permettent surtout de comprendre comment fonctionne un humain à travers ces 3 champs d'énergie. Le champ H1, qui est le champ en lien avec le corps physique, la résonance vibratoire du corps physique, le champ H2 en lien avec le champ de mémoire, hein, ce que nous ont transmis les anciens, et le champ H3, le champ de forme ou morphogénétique. Ça, c'est les travaux de Rupert Sheldrake. Ah, l'âme qui vient s'incarner sur Terre est une entité spirituelle spécifique à chaque être humain. Pourquoi une entité spirituelle? Parce qu'elle est informée par l'esprit. D'accord? En s'incarnant sur Terre, elle vient vivre des expériences initiatiques à la recherche d'informations qui lui manquent en fonction de son histoire afin d'être finie ou parfaite. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est c'est comme un livre qu'on écrit. Et on remplit un chapitre à chaque incarnation. D'accord? Donc on ne vient pas au hasard. On vient vivre quelque chose qui a un sens entre sa propre histoire et l'histoire de la communauté humaine exprimée sur la planète Terre. Donc l'information nous vient de l'esprit, elle est transmise à l'âme qui anime le corps physique H1. Pendant toute la vie sur Terre, eh bien, le mode de fonctionnement s'applique aussi bien pour un humain que pour une plante ou autre. Chaque organisme vivant qui se manifeste dans l'univers n'a qu'un but essentiel, c'est d'harmoniser le lieu où il évolue dans le temps et dans l'espace. Dans un jardin, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a simplement des manifestations de vie sous forme d'herbe qui a un sens avec ce qu'il y a dessous. D'accord? Donc le but, c'est d'harmoniser. Alors, ça demande du boulot, des fois, hein, parce qu'on n'a pas tout appris. Bon, je ne vais pas vous parler de ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Tout ça, c'est des travaux d'Émile Pinel, et il a bien expliqué scientifiquement tout ça. La lumière s'éteint, le corps physique ne communique plus. Le champ d'énergie H2 se déverse dans le champ H3. Pendant 3 jours. Il est donc évident que les coutumes ancestrales de veiller des morts pendant 3 jours avaient un sens. Le temps que toute l'expérience vécue pendant cette incarnation rejoigne un réceptacle qui est l'âme, et pendant toute la vie sur Terre, en cours d'incarnation, celui qui était le maître d'œuvre de la conservation des informations vécues, en plus de celles avec lesquelles il était en contact à la source, c'était le champ d'énergie spirituelle. Donc l'esprit rejoint l'âme
pour repartir dans le monde des âmes ou le monde des étoiles, afin de revenir à terme, finir le boulot dans une autre incarnation. Il y a un film très intéressant qui s'appelle Nosso Lar. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. En tout cas, je vous invite à le voir. C'est très intéressant. C'est l'histoire d'un médecin au Brésil qui meurt d'une crise cardiaque et on découvre l'autre côté du miroir. Et ce film est très intéressant parce qu'il a été écrit suite à des communications sous forme channeling à la personne qui a écrit cette histoire et après on a fait le film. Voilà, je vous ai parlé de la respiration à 4 temps. Ici on a les 4 temps qu'on peut associer aux 4 saisons et qui permet de nous intégrer dans l'énergie de la nature. D'accord ? Voilà. Ramener l'apnée dans notre inspiration, c'est reprendre la notion du temps présent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'apnée du sommeil. En fait, à chaque fois qu'on s'endort, l'âme quitte le corps physique pour rejoindre le monde des étoiles. D'accord ? Le monde des âmes libres. Or, si on perd sa vie à la gagner, c'est un petit peu ce que nous expliquait tout à l'heure Bernard, c'est-à-dire que si on croit que pour vivre, ce qu'on est venu sur Terre, c'est pour gagner des sous, pour avoir une maison, une voiture, une femme, la télé, des enfants, avoir une étiquette, ben peut-être que c'est pas tout à fait que ça. Et on peut parler de perdre sa vie et la gagner. En fait, on gagne sa vie pour pouvoir continuer à la perdre. C'est assez compliqué l'affaire. Donc au bout d'un moment, il faut se poser, il faut faire de l'apnée. Et si vous ne le faites pas dans la journée, au bout d'un moment, on appelle ça maintenant, c'est à la mode, burn out. Vous voyez ? Paf ! Voilà. Et la dépression est salutaire, la dépression. Ça évite de péter un câble dans le cerveau. Excès de pression extérieure, dépression intérieure, pour rééquilibrer. C'est nécessaire. Alors avant de se retrouver dans la maladie nouvelle burn-out, je ne sais pas pourquoi on parle un mot comme ça, pourquoi on ne dit pas dépression. Hein? C'est encore pour nous écarter de la réalité. Eh bien, on essaye de prendre conscience, le plus souvent possible dans la journée, de la conscience du présent. Le présent. Pourquoi je mange ça? Parce que j'aime ça. Super. Et est-ce que je prends le temps de manger ça? Ou est-ce que j'ai le temps de manger ça? Et est-ce que c'est nécessaire de manger ça? Toutes ces petites questions de base nous ramènent dans la conscience du temps présent. Ou l'apnée. D'accord? Faites des expériences de la respiration à 4 temps. Vous verrez que c'est très intéressant. Or, quelqu'un qui prend pas le temps et qui est toujours dans la course toute la journée, il a besoin de récupérer la nuit. Si vous voulez, si on est en déconnexion avec son âme dans la journée, c'est l'âme qui nous anime. Et si on n'est pas conscient de ce que l'on fait dans la journée, c'est-à-dire que si on n'est pas ce que l'on fait, et si on est en désaccord avec ce que l'on fait, qui est en désaccord avec ce que l'on est, à ce moment-là, on n'est plus dans la conscience de soi. Et donc, on a besoin de récupérer dans la nuit un temps complémentaire où l'âme quitte le corps physique pour aller dans le monde des étoiles et la respiration devient totalement récupératrice. Donc plus d'apnée dans la nuit parce que manque d'apnée dans la journée. Donc stress, perturbation et bien souvent on retrouve la problématique pancréatique. On retrouve ça souvent chez les gens qui sont trop gros, qui ont le pancréas gorgé d'effets du choix d'incarnation, parce que, vous voyez, le pancréas, il est en lien avec la thyroïde. La thyroïde conserve les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Et donc, c'est le choix d'incarnation. Et le pancréas subit les effets du choix d'incarnation. Et si on n'a pas compris que ce qui nous arrive, c'est totalement justifié dans la vie, parce qu'on a besoin de vivre des expériences initiatiques. Et ça, on le vit tellement mal, qu'on se fout la rate au courbouillon, ça nous reste sur l'estomac, etc., etc. On se fait du mauvais sang, on se bousille le pancréas et tout le système digestif. En fait, le pancréas,
C'est une glande extraordinaire qui a comme mission de digérer les émotions. Mais d'où viennent les émotions? Elles viennent de sentiments. Et c'est là où il y a un problème. C'est que bien souvent, chez les thérapeutes ou les professionnels du décortiquage et du saucissonnage de l'être humain, on fait un amalgame entre le sentiment et l'émotion. Toutes les émotions viennent des sentiments. Et les sentiments sont stockés où? Au niveau de nos glandes de la reproduction. Le monde de l'eau, le monde du rond, le monde de la mémoire familiale liquide. La mémoire qui nous fait bouger. D'accord? Et, si vous voulez, ce sont les bijoux de famille. Au lieu d'en faire des boulets, autant d'en faire un héritage constructif, mais pas obligatoirement matériel. Vous comprenez? C'est ça les vrais bijoux de famille. On a hérité d'une histoire de famille qu'on a choisie. Donc, sachons récupérer les qualités et non les défauts. Ça fait partie du job de l'écriture de cette histoire de l'incarnation dans laquelle on est. Et donc, à ce moment-là, on comprendra qu'on se retrouve dans des sentiments qui sont réactifs en fonction d'un terrain préparé. C'est l'héritage qu'on a choisi, la lignée qu'on a choisie. Souvent, on nous parle des 5 maux ou des 5 douleurs. En fait, il y en a peut-être une qui récupère tous ces sentiments, c'est l'humiliation. Une humiliation, c'est un sentiment qui va générer une émotion. D'accord? Une émotion qui peut être de la révolte, de la colère, une envie de tuer, carrément. Bref. Donc, on va aller travailler sur le sentiment pour éviter que l'émotion nous submerge. Vous voyez? Et donc, à chaque fois qu'on est dans un processus émotionnel, allons chercher l'origine du sentiment qui a enclenché le processus émotionnel. Parce que là, on est dans un décodage qui a un sens par rapport à la vie qu'on a choisie. Or, il faut savoir que le deuxième chakra, le chakra de la reproduction, de la transmission de la vie, du monde de l'eau, mémoire liquide, est en lien avec le 6e chakra. Le 6e chakra, c'est l'hypophyse, chef d'orchestre du système endocrinien, qui a un lien avec la thyroïde, chef d'orchestre du système homéostasique, la capacité de s'adapter à un changement d'état. Or, bien souvent, on sait qu'une problématique de changement, on prend le cas de la ménopause, pose des problèmes parce qu'on n'est pas conscient de ce qui nous arrive à l'intérieur, par ignorance. On croit que l'hypophyse va gérer les hormones thyroïdiennes. Non, c'est en interréaction. Il peut très bien y avoir, même avec une ablation de la thyroïde, avec une nourriture de compensation, avec des exercices, avec des chants, avec des sons, compenser l'ablation d'une thyroïde et en stimulant l'hypophyse de telle sorte que les troubles du système endocrinien soient, je ne vais pas dire supprimés, soient simplement compensés par une vie digne de ce nom, une vie d'humain digne de ce nom. Un jour, j'ai croisé une conférencière à Paris, une journaliste assez connue, et j'ai observé qu'elle avait une cicatrice au niveau de la gorge. Et donc, très rapidement, comme on était hors conférence, j'ai compris qu'elle avait eu l'ablation de la thyroïde. Par ignorance, c'est elle qui l'avait demandé. Elle ne savait pas dans quoi elle s'entraînait. Et donc, elle avait des problèmes assez récurrents de déstabilisation au niveau énergétique, au niveau physique et au niveau stress. Et je lui dis tout simplement, prenez dans votre sac à main des rondelles d'ananas séchées. Et en plus, j'ai précisé, bio, bien sûr, et du Togo. Alors naturellement, on dirait, il est un peu fêlé, ce mec. Regardez sur la carte où se situe le Togo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ananas du Togo, mais c'est une perfection dans la forme, et ils font sécher les ananas au soleil. D'accord? Et là, on est dans la nourriture optimum du plexus solaire qui va compenser une déficience thyroïdienne, surtout en fin de matinée. Quand tu as passé une matinée à être stressé par une conférence, par un public, par des questions, des journalistes et tout,
C'est high-tech. Quelques mois après, elle me téléphone en disant « Ma vie a changé, rien qu'avec des rondelles d'ananas séchées. » C'est quand même intéressant de comprendre ce qui se passe entre le végétal et la résonance vibratoire de l'humain sur le même plan vibratoire. Je prends l'exemple de l'ananas séché, mais on pourrait parler des graines de tournesol sur le pancréas. Et le pancréas, je vous ai dit, c'est la glande qui est à l'origine de tous les problèmes d'ordre physique, et notamment du cancer. Pourquoi du cancer? Parce que le pancréas, il sécrète une hormone qui s'appelle la pancréatine, qui est transmise par la maman au moment de la fabrication du placenta dans l'utérus, au moment de juste après la descente de l'ovule, de l'œuf fécondé, des trompes vers l'utérus. Et c'est tout un mécanisme, hein, c'est tout ça qu'on étudie en formation pour comprendre ce qui se passe et l'héritage qu'on a. Parce qu'en fonction de toutes ces histoires, après, la mémoire va se mettre en place, le mode de fonctionnement chronique va se mettre en place. On a des terrains préparés et des facteurs déclencheurs. Et donc, cette hormone de régulation du placenta, émise par le pancréas de la maman, qui s'appelle la pancréatine, va dire, quand le placenta est fini, le développement cellulaire est fini, qui est un développement d'ailleurs métastasique, c'est-à-dire exponentiel, si vous voulez, qui enclenche, qui couvre une grande partie de l'utérus, eh bien, il y a cette hormone qui dit terminé. Donc, c'est une hormone de régulation du développement cellulaire. D'accord ? Il y a donc comme mission, le pancréas, de s'assurer que le développement cellulaire se fasse toujours de manière parfaite, ou logique, ou rationnelle, ou naturelle. Naturelle. La nature, c'est ça. Donc, on en vient à l'objet de la conférence. Là, c'était juste un début, c'était l'apéritif. Et ça fait quelques jours que je cherchais un document que j'utilise dans mes formations. Je vais vous lire quand même un petit truc très intéressant, parce qu'on va parler du blé maintenant, si on a le temps. Ça passe vite. Hein. Zoroastre, philosophe, 2500 ans avant Jésus. Alors on pourrait découper ce mot en deux. Vous voyez, Zoro et astre. Vous voyez ce que je veux dire? Zoro est arrivé, voilà, dans notre cerveau. Dans notre cerveau, on a des cellules qui s'appellent les cellules gliales astrocytes. D'accord? C'est ça qui nous connecte au monde cosmique. D'accord? Au monde de la lumière des étoiles qui passe par le soleil. C'est important de comprendre ça. Vous allez voir pourquoi et le lien avec le blé. Zoroastre, 2500 ans avant Jésus. L'enseignement de Zoroastre était basé sur la connaissance des mystères du grain de blé, le principe fécondant du Père, et des mystères de la terre, le principe régénateur et créateur de la mer. Ainsi, l'homme apprenait comment planter et faire pousser volontairement les semences de la bonne vie, juste et belle, pour créer lui-même son avenir dans la lumière. En étudiant le livre de la nature, il devait comprendre à travers elle tous les mystères de la vie, ainsi que la science sacrée qui permet de maîtriser le mal en le mettant au service du bien pour tous. D'accord? Ça rejoint l'histoire de la gratitude, hein, en fonction d'une problématique qui nous dérange, afin qu'elle ne se reproduise pas. C'est ça le principe. D'accord? Or, on vit actuellement dans une période, on pourrait dire une forme de chaos nécessaire pour retrouver des repères dont le blé manifeste son décalage par rapport à son origine. D'accord? Donc on va aller tout de suite, je vais vous aller tout de suite sur l'histoire du blé pour que vous compreniez mieux. Ah, il y avait un truc important, mais on n'a pas le temps. Voilà. Ah non. Passe tout de suite ici. Il reste une dizaine de minutes. Jacques, désolé. Quoi? Encore 10 minutes. Mais on n'est pas obligé d'arrêter. Avant la fin de questions, pour avoir beaucoup de questions. Mais moi j'ai toute la nuit. Il y en a qui peuvent venir à leur vélo. Alors après,
pour ceux qui sont intéressés par la problématique du blé, rapidement, le blé est une graine, donc je vous l'ai dit, qui est très mystérieuse et en même temps qui nous reconnecte, qui nous connecte à notre esprit, notre conscience. D'accord? Donc, le grain de blé de qualité, le seul élément dont on ne veut pas, c'est l'enveloppe extérieure qui s'appelle le péricarpe. Cette enveloppe extérieure est à l'origine, qui a été consommée dans les pains complets, voire intégrales, est à l'origine de la destruction des parois intestinales par la déminéralisation des parois, parce que ça génère un acide qui s'appelle l'acide phytique. Or, si on veut si on veut consommer un pain ou une farine sans risque pour la santé, il faut avoir une farine sans péricarpe, mais avec tous les autres éléments. D'accord? Avec tous les autres éléments, et surtout la présence du germe, ou de l'huile de germe de blé. Tout ça, c'est les travaux d'une femme qui s'appelle Jeanne Rousseau, qui a constaté, scientifiquement, que la panification était d'autant bonne et meilleure que était similaire à une germination du grain. Et donc le pouvoir de panification d'un grain est synonyme de germination, de bonne germination. Le taux de protéines n'est pas important, parce qu'aucune protéine, si on sait faire le pain, qui est à l'origine dans le grain de blé, arrive sous sa forme de protéines dans le pain fini. Vous comprenez? Il y a une transformation bactérienne pendant la panification qui va faire que ça devient un produit fini qui ne pose aucun problème pour la santé. Dans la mesure où, au départ, on a une farine qui respecte le grain. C'est pour ça qu'il y a des amis qui sont maintenant âgés et qui sont plus en activité puisqu'ils sont tous les deux en maison médicalisée à Carcassonne, à côté de Carcassonne. Ce sont les frères Astrier qui ont conçu un moulin qui permet de conserver la totalité du grain, sauf le péricarpe. La spécificité du moulin Astrier, c'est que on mouille le grain avant de le moudre, de façon à ramollir le péricarpe, et pendant la mouture, dans la mesure où le moulin est construit de manière... il faut que je vous montre la meule du moulin, elle doit être par là. Non, elle n'est pas là. Bon, tant pis, vous n'aurez pas la meule du moulin. La construction du moulin est très précise. La taille, la vitesse de rotation et l'espace entre les deux meules est de moins de 0,2 de millimètre. Il y a donc une grande précision, ce qui fait qu'une fois que le grain a été mouillé la veille, eh bien, quand on le passe entre les meules du moulin, l'enveloppe extérieure, c'est la seule qui est ramollie, ne sera pas brisée en fine, en poudre, mais elle sera laminée en pellicule. D'accord? Et donc, le germe, lui, on ne peut pas le moudre, on ne peut que l'écraser. Et pendant la mouture, comme il y a une très grande précision des meules, eh bien, l'amidon, le gluten, donc, tout l'amidon, l'enveloppe, l'amande, va récupérer l'huile de germe de blé. On aura donc une farine complète, mais sans péricarpe. À partir de là, on peut faire un pain avec une panification relativement courte, ce qu'on a fait il y a combien de temps? Il y a 15 jours, avec Anne qui était là. Et les gens qui mangeaient pas plus de pain peuvent remanger du pain. Après, il faut faire attention, soyez prudents, parce que c'est pas évident de trouver de la bonne farine et de savoir faire le pain de manière respectueuse pour que ça devienne vraiment une nourriture pour l'humain. Ok? S'il y a des protéines de gluten, des protéines de gluten pas catholiques, on va dire, qui sont soi-disant allergènes, si on sait faire le pain correctement, toutes les protéines de gluten sont complètement coupées en 1000 morceaux par les bactéries, par la fermentation. Pour ça, il est bien évident qu'on ne va pas utiliser de l'eau chlorée, on ne va pas utiliser de la levure chimique, il va falloir faire un levain qui n'est autre que de la farine et de l'eau, avec une bonne farine qui va lever tout seul, sans aucun apport extérieur, et qui va permettre de démarrer des forces de vie, des enzymes, qui vont transformer la matière en éléments nouveaux, comme
comme une choucroute, si vous voulez, hein, puisqu'on va terminer sur une fermentation lactique, et on n'aura plus le processus de déminéralisation des parois intestinales. Donc il y a deux problèmes. Si on mange une farine complète avec du péricarpe, on aura une déminéralisation des parois. Comment? Parce que, si vous voulez, les cellules des parois intestinales communiquent entre elles par ce qu'on appelle des jonctions serrées qui ne sont autres que des minéraux. Fer, calcium, magnésium, phosphore, etc. Or, l'acide phytique, pour être neutralisé, c'est un acide, dans les intestins, va puiser les minéraux des parois intestinales. Et ces jonctions serrées vont faire comme elles n'auront plus de minéraux, vont laisser passer des protéines, en l'occurrence de gluten, parce que la protéine de gluten, pour la transformer, il faut vraiment une bonne fermentation, une bonne panification. Et la quasi-totalité des pains qui ne respectent pas la fermentation au levain suffisamment longue, eh bien, les macromolécules, puisque ce sont des macromolécules de gluten, ne sont pas toutes transformées et passent à travers les parois intestinales. D'accord ? C'est ça la problématique. On va donc faire attention à la panification, le type de farine et la manière dont on va le manger. Hein, il est bien évident qu'on ne va pas commencer par du cuit, on va commencer par du cru, qui donne dans les intestins la présence d'enzymes qui va pouvoir digérer la matière cuite. Ensuite, la manière dont on cuit le pain, on l'a constaté, on fait du pain à la vapeur qui est très bon dans le vitaliseur de Marion Caplan, dont la température de la mie, même dans le four à chauffage à bois que j'ai dans un camion que j'ai installé pour faire les formations, la mie ne dépasse pas les 80 degrés. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des biophotons. La farine est riche en biophotons actifs, c'est-à-dire des biophotons suite à la mouture et à l'humidification du grain. On est dans un processus de début de germination, c'est là où il y a le plus de biophotons. Et pendant la mouture, ces biophotons sont encore plus activés, parce que les meules de granit, au moment de la pression avec le grain, émettent ce qu'on appelle, ont plutôt un effet sur le grain, ce qu'on appelle l'effet piezoélectrique. Vous savez, c'est quand on appuie sur le bouton de la gazinière, maintenant il n'y a plus beaucoup de gazinières. Moi je suis encore à l'allumette, je n'ai même pas le bouton. Ça fait un flash, un arc électrique au gaz. Donc c'est ça l'effet piezoélectrique. Et bien là, on a la même chose, et la farine est enluminée, elle devient lumineuse. On a donc ce potentiel de lumière dans le pain qui permet de transmettre les informations du grain, de la spécificité du grain, directement dans nos cellules. Vous comprenez? Et là, on rentre dans une forme de... comment expliquer ça? Peut-être de médecine quantique, ou d'alimentation quantique, ou d'alimentation vivante, tout simplement. D'accord? L'alimentation vivante, en conscience. Voilà. On aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'il faut que je vous rende la parole. Qui veut poser des questions? Vous avez parlé de l'effet du pain sur le corps intérieur, mais vous n'avez pas trop parlé des protéines animales, de la viande, l'effet que ça peut avoir sur le métabolisme. Je crois que Bernard en avait un peu parlé, non? Bon, donc, pour moi, l'animal nous nourrit quand il est vivant, pas quand il est mort. Quand il est mort, il nous encrasse. Donc, l'intérêt des animaux, c'est d'animer. Et ils nous animent quand ils sont vivants. Si on aime manger de la viande, c'est que ça a une raison à l'intérieur de nous, c'est que ça résonne. D'accord? Mais cette viande risque de nous encrasser et d'enclencher un mode de fonctionnement par rapport à l'arrivée des protéines dans notre corps physique. Et là, on rentre dans une problématique de dépendance. D'accord? On rentre dans un processus, donc on n'a pas eu trop le temps d'en parler,
qui est une forme de dépendance, peut-être même comme l'alcool. Oui. Voilà. Et pour moi, c'est aussi dangereux. Après, sauf si c'est vous qui faites la viande, d'accord? C'est vous qui faites l'élevage et que vous avez une relation et un accord, une complicité avec l'animal. Voilà. Et là, on est dans quelque chose de différent. Mais malgré tout, je pense que l'être humain, tout à l'heure Bernard l'a bien expliqué au niveau du système digestif, n'est pas du tout conçu pour manger de la viande. Ça, c'est clair et précis. Biologiquement, on n'est pas conçu physiologiquement pour consommer des produits animaux. D'accord? Mais, je dis bien, si vous ressentez le besoin de manger de la viande, c'est très intéressant d'étudier pourquoi et de comprendre pourquoi. Et l'organisme s'adapte à la consommation de la viande. Sauf que, après, le problème, c'est que si vous voulez arrêter de manger de la viande, vous avez toujours faim. Vous sentez que vous n'êtes jamais rempli. Donc, il va falloir passer par des processus de réhabilitation du système. Le monde bactérien des intestins permet aussi bien la digestion de la viande, mais ce sont des bactéries adaptées à la viande. D'accord? On va donc essayer de transformer progressivement ces bactéries pour qu'elles puissent à nouveau trouver leur nourriture, enfin leur mode de fonctionnement, ou synthétiser des protéines avec les végétaux ou avec d'autres aliments vivants. Mais c'est vrai que je reconnais que souvent les gens qui veulent passer d'un régime carné à un régime végétarien, ils sont dans une phase d'instabilité où ils se posent des questions par rapport aux protéines notamment. Je répète, aucune protéine que vous mangez, que ce soit dans la viande, les végétaux ou autres, devient une protéine assimilée. D'accord? Tout est transformé par les bactéries. Et je répète, toute protéine vient de l'azote. D'où l'explication qu'on peut très bien vivre sans manger de nourriture matérielle et on ne sera jamais carencé en protéines dans la mesure où on est conscient qu'on vit dans une ambiance où l'air lumineux qu'on respire est la base de notre alimentation. Voilà. Il faut savoir une chose quand même, on est issu d'une culture judéo-chrétienne qui a quand même été mal interprétée ou du moins transformée dès le départ. En fait, il est dit dans des textes très anciens, tu naîtras dans la paix, tu naîtras dans la joie et grandiras dans la paix. Et on l'a transformé en tu enfanteras dans la douleur et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et moi, souvent, je rajoute un grand coup de pied dans le cul, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix avec ce système. Vous voyez, on devient esclave d'un système. C'est pour ça qu'on peut parler de perdre sa vie à la gagner, parce qu'on a perdu le bon sens. D'accord? Donc il y a eu une époque avec l'instinctothérapie. Les gens qui mangeaient de la viande crue, du poisson cru et tout. Tout ça, ça a un sens. Pourquoi ils avaient envie de ça? C'est la question qu'il faut se poser. Mais par rapport aux protéines, il ne faut pas s'inquiéter. Aucune protéine matérielle de la nourriture qu'on mange est assimilée sous forme de protéines dans notre corps physique. Elle est transformée en nouvel élément qu'on peut appeler protéines. Voilà. D'autres questions? On a débordé. Ça va, ça va. C'est bon? Pas d'autres questions? Si, moi je veux bien. Vous parlez de l'alimentation comme source, comme source d'information pour la nourriture de l'âme. Et quel sens a le jeûne dans cette... De toute façon, j'ai parlé que toute nourriture est de l'information, mais véhiculée par la matière. Donc quand on mange de la matière, on se nourrit des informations qui sont dans la matière. Quand on ne mange pas de matière, on va directement à l'information sans passer par la matière. C'est ça le principe du jeûne. D'accord? Et ce qui est très intéressant, notamment dans ce film où le docteur, pas docteur, il était un scientifique, un physicien, je crois, un allemand, docteur, je ne sais plus comment il s'appelait, fait l'expérience du jeûne, du protocole des 3 semaines. Il constate, et là on pourrait remonter à ce qui se passe à la conception, ce qui se passe à la naissance, ce qui se passe à la mort, ce sont des périodes d'adaptation. C'est 4 jours. À la fin du 3e jour, début du 4e jour, se passe un phénomène d'adaptation. D'accord? Et il a dit, au bout, à la fin du 3e jour, j'ai senti que mon corps
devenais autonome et que j'avais plus besoin de manger. Il l'a senti, c'était dans la nuit. Il le dit, il le vit. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des jeûnes prolongés. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait vivre sans manger de matière et sans boire. Je ne savais pas ça. Et donc, ce que j'ai fait, ça m'est arrivé, mais il y a longtemps, je faisais un jeûne. C'était paumé dans l'Aveyron, dans un endroit un peu idyllique, où je vivais un peu avec la nature et avec de l'eau de source. Et un matin, je ne mangeais plus depuis déjà un bon moment. Et avec le soleil qui se levait comme ça, je regardais, je me disais, mais c'est sûr qu'on va pouvoir vivre essentiellement d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire une relation avec son environnement qui soit basée sur un ressenti harmonieux. Et à l'époque, comme j'étais au pied d'une source que j'avais captée, qui coulait, qui était parfaite au niveau du goût, c'était en lien avec cette notion de vie et d'eau. D'accord ? Voilà. Et maintenant, je pourrais aller encore beaucoup plus loin et je pourrais expliquer pourquoi on peut ne pas boire physiquement. Mais là, on va être obligé de faire un cours de biologie et surtout de membrane cellulaire et de rentrer dans l'épigénétique et tous les scientifiques. Et on n'aura pas le temps, parce que la nuit serait trop courte. Tu reviendras l'année prochaine pour nous expliquer tout ça. Hein. Ouais. Donc, ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est de recentrer par rapport aux conférences d'avant, de façon à être plus conscient du fonctionnement de l'être humain. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez aller voir sur mon site, hein, prenez ma carte en passant, il y a donc cette vidéo qui dure 2h06, j'insiste, où vous aurez toutes les informations de l'époque. Donc c'était il y a déjà septembre 2014, donc ça fait déjà un moment, et depuis il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues. Mais sachez qu'il y a une science nouvelle qui est en train de faire de sortir, et qui pour moi est vraiment quelque chose de très important, et qui est en lien justement avec ce qui se passe sur la planète. C'est très important. L'ambiance extérieure de la planète a un impact directement sur nos cellules intérieures, sur l'intérieur de nos cellules. D'accord ? Et là, on retrouve les travaux de Bruce Lipton. Hein, il y a le livre ici sur la table, ça s'appelle j'ai oublié, Bruce Lipton. Bon, c'est pas grave, c'est sur la table là. Et qui a inventé ce mot qui s'appelle l'épigénétique. Or, les Français, pas que les Français, mais surtout les Français, ont trouvé une astuce géniale, c'est qu'ils prennent un gène d'une cellule, et ils le manipulent et ils le refoutent dans la cellule. Et ils appellent ça épigénétique. Ça n'a rien à voir avec l'épigénétique. D'accord ? Donc on est en train de fuir à nouveau dans des méthodologies et dans des sciences académiques qui va figer encore cette science extraordinaire de changer l'environnement extérieur pour harmoniser l'intérieur. C'est quand même pas compliqué de comprendre ça. Un enfant peut le comprendre. Eh bien, les scientifiques, il faut qu'ils se mettent leur grain de sel là-dedans et qu'ils fassent de la manipulation génétique. Bon, donc il faudra appeler ça autrement. Voilà. Mais sachez que l'ambiance extérieure a un impact direct sur l'ambiance intérieure d'une cellule. Et toutes les cellules communiquent entre elles, donc ça veut dire qu'on a la capacité d'avoir une possibilité de changement. On en a parlé tout à l'heure, Bernard, avec le mental, mais c'est l'ambiance dans laquelle on vit, dont le mental fait partie, cet ensemble holistique qui fait qu'il y a un impact à l'intérieur. Voilà. Et il y a un film aussi qui a été tourné avec une équipe là, qui s'appelle De la peur à la joie, que vous pouvez voir aussi sur YouTube, avec, donc il y a Tal Chaleur, il y a, je ne sais plus, on est 8 je crois, hein, Jacques Collin, il y a un Suisse, il y a deux femmes super, Christine Louveau qui est sur Paris, une femme du Brésil aussi qui était venue. Ben voilà. Donc ce film s'appelle De la peur à la joie. La peur nous détruit, la joie nous construit. La base de la nourriture, de l'ambiance terrestre, de la terre, est la joie. Et on insiste pour y mettre que de la peur. C'est quand même bizarre. Si c'est pas de l'épigénétique, c'est quoi ça? D'accord? Vous comprenez? Voilà. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalée, je trouve ça super.
Je pense qu'on va essayer de refaire ça l'année prochaine, mais on vous tiendra au courant aussi avec les mails. Vous avez droit à un petit cadeau en sortant. On a notre partenaire Geza qui nous a donné pas mal de bouteilles. On en a vendu un peu, mais il nous en reste beaucoup. Donc prenez des packs, ceux que ça intéresse, c'est cadeau. Et puis il y a la petite boîte aussi. Si ça vous a vraiment beaucoup plu, de mettre un petit peu de sous, ça vous permettra de bien organiser cette de l'année prochaine. Et moi j'étais vraiment ravie. Merci aux conférenciers, merci à toi Jacques, merci Bernard, merci à Yvonne et merci à Renaud qui est reparti. Merci à sa collègue. Nous ça nous a bien, bon, c'était pas du tout repos, mais on est bien content du résultat. Et voilà, moi je suis ravie que vous soyez très contents de tout ça et je vous dis à l'année prochaine. Alors. Merci.